bonsoir à tous. Bienvenue dans Le Monde aujourd'hui. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition. On commence tout de suite par les titres. Un accord a été trouvé entre les compagnies ferroviaires américaines et les syndicats. Le président Joe Biden en a fait l'annonce. Une grève majeure programmée pour cette fin de semaine a donc été évitée de justesse. Explication dans un instant. La guerre en Ukraine, l'inflation générale et les pénuries alimentaires, voilà qui occupent une place de choix dans les débats au siège des Nations Unies où les ministres des Affaires étrangères du Conseil de sécurité sont réunis ce jeudi. Le monde est en bonne position pour mettre fin à la pandémie de Covid-19. La note d'espoir vient de l'Organisation mondiale de la santé. On en parle avec Mohamedou Mfa dans sa chronique santé en seconde partie de ce journal. Ouvrons donc par les États-Unis où une grève majeure du secteur ferroviaire a été évitée de justesse après un accord de principe négocié tard hier soir et ce matin à la Maison-Blanche. Le président Joe Biden a lui-même qualifié cet accord de grande victoire pour l'Amérique et pour des dizaines de milliers de cheminots. Yacouba Ouédraogo s'est rendu à l'une des gares en plein cœur de Washington, D.C., qui voit passer chaque jour des dizaines de trains et des milliers de passagers. Juste derrière moi, Union Station, cette gare de train et de transport routier en général, en plein cœur de Washington, l'affluence dans de pareilles enceintes à travers les États-Unis allait prendre un sérieux coup si cet accord entre les compagnies ferroviaires et les syndicats représentant principalement les conducteurs de train n'était pas trouvé. Pour avoir une idée sur ce que cette grève des cheminots de fret allait avoir comme conséquence, sachez que la fédération représentant les patrons du secteur avait prévenu que si la grève commençait effectivement demain vendredi à minuit, cela mettrait à l'arrêt 7000 trains et pourrait coûter 2 milliards de dollars par jour. Le plus gros syndicat agricole des États-Unis avait souligné que le transport de céréales par camion ou par bateau ne pouvait pas remplacer le transport par train. En effet, 28% du mouvement de fret, alimentation, essence, charbon et autres, à l'intérieur des États-Unis passe par les trains. Autre chiffre, plus de 12 millions de personnes empruntent les trains chaque jour et seraient pratiquement paralysées par cette grève. Ce sont donc toutes ces conséquences qui ont été évitées. L'accord annoncé par le président Joe Biden prévoit une augmentation de salaire de 24% au cours de la période de 5 ans, allant de 2020 à 2024, avec une augmentation de salaire de 14,1% avec effet immédiat et 5 paiements forfaitaires annuels de $1000. Les syndicats avaient pourtant annoncé que leurs revendications ne portent pas tant sur les salaires que sur les dispositions autour des jours de congé et congé maladie. En effet, les employés se plaignent de devoir parfois travailler sur de longues périodes faute de personnel suffisant. Pour l'exécutif américain, déjà ébranlé par une forte inflation dans le pays, cet accord de principe avec les cheminots est une bouffée d'oxygène à moins de 2 mois des élections de mi-mandat. Et personnellement, pour le président Joe Biden, qui se considère comme l'ami des syndicats et des travailleurs, c'est une victoire non négligeable. Il a salué, je cite, une victoire importante pour l'économie et le peuple américain. Yacouba Ouédraogo, Washington, VOA Afrique. Merci Yacouba. On parle des trains, mais aussi des voitures. Le président Joe Biden a annoncé hier, mercredi, l'octroi de 900 millions de dollars pour la construction d'un réseau de chargeurs de véhicules électriques dans 35 États dans le cadre des efforts ambitieux de son administration pour que la moitié des véhicules vendus ici aux États-Unis soient électriques d'ici 2030. On fait le point dans ce reportage de Patsy Widakwaswara. Le récit est de Thierry Kaoré. Au Salon international de l'automobile de Détroit, dans le Michigan, le président Joe Biden, qui s'est autoproclamé passionné de voitures, a testé un SUV électrique du concessionnaire Cadillac Lyriq. Les derniers modèles écologiques des constructeurs automobiles américains lui ont été présentés. Joe Biden a annoncé un financement de 900 millions de dollars
pour construire un réseau de chargeurs de véhicules électriques dans 35 États. Vous allez tous faire partie d'un réseau de 500 000 stations de recharge. 500 000 dans tout le pays. Ce financement fait partie des 7,5 milliards de dollars alloués par la loi bipartisane de 2021 sur l'infrastructure pour construire un réseau national de chargeurs de véhicules électriques. La loi prévoit 7 milliards de dollars pour assurer la chaîne d'approvisionnement en minéraux essentiels à la production de batteries électriques et 10 milliards de dollars pour les transports en commun et les bus scolaires. Nous risquons de perdre l'avantage en tant que nation et la Chine et le reste du monde sont en train de nous rattraper. Selon le rapport Global Electronic Vehicle Outlook 2022 de l'Agence internationale de l'énergie, les États-Unis sont à la traîne derrière la Chine et de nombreux pays européens. Un financement fédéral est donc nécessaire si le pays veut rattraper son retard. Les gens hésitent à acheter des véhicules électriques s'ils ne sont pas sûrs que le réseau de recharge est disponible pour qu'ils puissent les recharger, en particulier pour les trajets longue distance, lorsqu'ils ne sont pas chez eux. Dans le même temps, les entreprises ne veulent pas nécessairement investir dans la construction d'un réseau de recharge si elles ne sont pas sûres que la demande sera là. Alors que les ventes de véhicules électriques ont plus que doublé aux États-Unis en 2021 pour atteindre 630 000, les ventes en Europe ont augmenté de 65% pour atteindre 2,3 millions. Les ventes chinoises ont presque triplé à 3,3 millions, soit la moitié du total mondial. En vertu de la loi sur la réduction de l'inflation, les acheteurs de voitures électriques fabriquées aux États-Unis peuvent recevoir jusqu'à 7 500 $ de crédits d'impôt fédéraux. Mais les crédits d'impôt pour 50 modèles étrangers prendront fin, un compromis selon les analystes. Nous voulons encourager la fabrication américaine et nous voulons encourager l'industrie automobile américaine. Mais nous voulons aussi que les gens achètent autant de véhicules électriques que possible, dès que possible, pour atteindre nos objectifs climatiques. Des objectifs que l'administration Biden devra équilibrer alors que le pays s'éloigne de plus en plus des véhicules à essence. Actualité sur le continent, le président angolais João Lourenço, 68 ans, a été investi ce jeudi à Luanda pour un second mandat après la victoire serrée de son parti aux législatives d'août dont l'opposition a contesté les résultats. La cérémonie officielle s'est déroulée sur la place de la République, lieu historique de la capitale où les funérailles nationales de l'ancien président José Eduardo dos Santos ont été organisées en pleine semaine électorale. Une cinquantaine de chefs d'État et de gouvernement participaient à l'investiture, dont le président portugais Marcelo Rebelo de Sousa. Quelques 15 000 Angolais ont été strictement sélectionnés pour y assister sur invitation. Et ce drame, un de plus en République démocratique du Congo, où un camion-citerne chargé de carburant a explosé dans la nuit de mercredi à jeudi dans la province du Congo central. Le gouverneur de la province souligne qu'il y a eu plusieurs morts et des brûlés graves. L'accident, encore inexpliqué, s'est produit sur la route nationale numéro 1 à hauteur du village de Mbouba, à 120 km à l'ouest de Kinshasa. Selon des sources de la société civile, le véhicule se dirigeait vers la capitale congolaise et a explosé non loin d'un petit marché. La route nationale numéro 1 qui relie Kinshasa au seul débouché maritime de la RDC, Matadi et Boma. Un autre camion-citerne avait explosé après une collision au même endroit en octobre 2018, faisant plus d'une cinquantaine de morts. Et on reparle de ce feuilleton qui envenime un tout petit peu les relations entre la Côte d'Ivoire et le Mali. La Côte d'Ivoire a qualifié mercredi de chantage inacceptable les exigences du Mali au sujet de ses 46 soldats détenus depuis 2 mois à Bamako et a appelé à un sommet ouest-africain sur la question dans les meilleurs délais.
Le Conseil national de sécurité considère que ce chantage est inacceptable et exige la libération sans délai des 46 soldats encore détenus, indique un communiqué de cette institution présidée par Alassane Ouattara. Le 10 juillet, 49 soldats ivoiriens ont été arrêtés au Mali, présentés comme des mercenaires, puis inculpés de tentatives d'atteinte à la sûreté extérieure de l'État et formellement écroués. Début septembre, 3 femmes soldats ont été libérées. Plusieurs médiations sont en cours, dont celle du président togolais Faure Gnassingbé et de leaders religieux maliens. Et pour parler de tout cela et de la journée de la démocratie qui se célèbre ce jeudi, retrouvons via Skype à Abidjan, en Côte d'Ivoire, le docteur Christophe Kwame, président de Civis Côte d'Ivoire, une association d'éducation à la citoyenneté et à la défense des droits de l'homme, entre autres. Docteur Kwame, bonsoir. Bonsoir. Alors, dites-nous, quelle est votre analyse sur ce dossier qui, on le disait tantôt, envenime les relations entre la Côte d'Ivoire et le Mali? Ce dossier, personne ne l'attendait parce que la Côte d'Ivoire et le Mali sont 2 pays frères. Et je vous assure que les populations maliennes en Côte d'Ivoire et les populations ivoiriennes au Mali ne présupposaient pas ce niveau de la crise. Mais cela dit, depuis quelques jours, la Côte d'Ivoire, sous la férule du Conseil national de sécurité, a produit un communiqué public que tout le monde connaît. La Côte d'Ivoire, par la sagesse et le leadership de son président, appelle à un sommet de la CEDEAO, ce qui est une très bonne chose, parce que tous les problèmes, toutes les crises de la CEDEAO devraient en effet être résolus au niveau de la CEDEAO. Voilà. Aussi, tout ce que vous avez dit, tout ce qui se fait actuellement entre les leaders religieux et surtout les présidents amis des 2 pays, comme le président du Togo, nous pensons que dans un bref délai, ce sera un souvenir, cette crise-là. Voilà. Vous êtes président de Civis Côte d'Ivoire. Ce 15 septembre, c'est la journée internationale de la démocratie. Elle est axée sur l'importance de la liberté des médias pour la démocratie, la paix et la réalisation des objectifs de développement durable. Antonio Guterres, le secrétaire général des Nations Unies, fait savoir que sans une presse libre, la démocratie ne peut survivre. Sans liberté d'expression, il n'y a pas de liberté. Quel est l'état de la liberté de la presse et de façon globale l'état de la démocratie en Côte d'Ivoire aujourd'hui? Si nous prenons le classement 2021 qui a été publié en 2022 de l'état de la démocratie dans le monde, globalement, il y a un recul et particulièrement en Afrique de l'Ouest, il y a un grand recul. La Côte d'Ivoire se positionne 20e sur 54 pays de l'Afrique. La Côte d'Ivoire se positionne 105e mondial. La Côte d'Ivoire a gagné une place, mais la Côte d'Ivoire reste un pays hybride, une démocratie hybride, ce qui veut dire que l'état des droits n'a pas atteint son plein potentiel et que les pressions exercées par le gouvernement sur les partis de l'opposition peuvent être courantes. Et une des dernières caractéristiques d'un régime hybride, c'est que la corruption a tendance à être généralisée. En règle générale, ici, les journalistes sont soumis souvent à des pressions par le pouvoir judiciaire qui ne reste pas indépendant. Et ça, c'est les critères, je dirais, du régime hybride. Et donc, c'est le cas de la Côte d'Ivoire, qui reste encore un régime hybride. Les principes, justement, de la démocratie ont encore du mal à s'enraciner dans la politique et même les institutions de plusieurs pays en Afrique. Vous êtes dans l'éducation de la citoyenneté. Que doit-on faire pour rendre les institutions démocratiques crédibles, selon vous? Vous m'entendez? On semble avoir perdu le docteur Christophe Kwame. Je vous remercie tout de même d'avoir été là. Parlons de l'Assemblée générale des Nations unies qui se déroule cette année à l'ombre de la guerre en Ukraine.
Parmi d'autres défis à relever, l'inflation générale et les pénuries alimentaires ont plongé des millions de personnes dans le dénuement dans un monde qui peine à se défaire de ces multiples crises. C'est un récit de Nathalie Barge sur les réactions de participants recueillis par Margaret Béchir, correspondante de la VOA aux Nations Unies. Pour le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, l'Assemblée générale cette année a lieu à un moment de grand péril. Notre monde est ravagé par la guerre, frappé par le chaos climatique, marqué par la haine et humilié par la pauvreté, la faim et les inégalités. Le Conseil de sécurité de l'ONU se réunit ce jeudi au niveau des ministres des Affaires étrangères pour discuter de la guerre en Ukraine, où la centrale nucléaire de Zaporizhzhia est particulièrement préoccupante. Nous jouons avec le feu. Nous ne pouvons pas continuer dans une situation où nous sommes à un pas d'un accident nucléaire. La sécurité de la centrale nucléaire de Zaporizhzhia ne tient qu'à un fil. Les responsables occidentaux, quant à eux, veulent raffermir le soutien de certains pays qui pourraient faiblir à mesure que la guerre se poursuit. De nombreux pays africains et asiatiques ont des relations sécuritaires ou économiques avec la Russie. Et même s'ils étaient prêts à critiquer l'invasion en mars, ils ne veulent pas continuer à se battre avec Moscou à l'ONU. Les perturbations de la chaîne d'approvisionnement et la hausse des prix alimentaires aggravent la situation en Afrique, dépendante du blé russe et ukrainien. 20 millions de personnes risquent de souffrir de la faim, dont près de 8 millions en Somalie. La famine, c'est une réalité et ça se passe en ce moment. Antonio Guterres vient de rentrer du Pakistan où des inondations meurtrières ont submergé un tiers du pays. Ce qui se passe au Pakistan démontre l'insuffisance de la réponse mondiale à la crise climatique et l'injustice au cœur de celle-ci. Certains discours et réunions de l'Assemblée générale des Nations unies seront différés car plusieurs dirigeants arrivés à New York se rendent à Londres pour assister aux funérailles de la reine Elisabeth le 19 septembre. Et pendant ce temps, les présidents chinois Xi Jinping et russe Vladimir Poutine ont affiché ce jeudi leur volonté de se soutenir et de renforcer leurs liens en pleine crise avec les Occidentaux. Les deux dirigeants se sont réunis à marge d'un sommet de l'Organisation de coopération de Shanghai à Samarkandé, en Ouzbékistan. Ce rapprochement entre Pékin et Moscou, dont les relations ne sont pas exemptes de friction, fait figure de front face aux États-Unis qu'ils jugent hostiles à leur intérêt. Le président russe Vladimir Poutine a dénoncé les tentatives occidentales de créer un monde à sens unique. Il a aussi salué ce qu'il qualifie de position équilibrée de son homologue chinois sur l'Ukraine. Pékin n'a ni appuyé ni critiqué publiquement l'invasion russe, tout en exprimant plusieurs fois son soutien à Moscou face aux sanctions occidentales. Vous regardez Le Monde aujourd'hui en direct de Washington DC sur VOA Afrique. L'information vous revient dans un instant. Every year, world leaders gather in New York for the annual United Nations General Assembly. Count on VOA to be there, delivering news you can trust on radio, TV and the web. Des discours présidentiels aux entretiens en tête-à-tête avec des responsables gouvernementaux de haut niveau, nous vous tiendrons informés des développements importants touchant le continent. Líderes africanos vão abordar tópicos como alterações climáticas, o estado da economia, saúde, iniciativas juvenis e muito mais. Usikose kufuatilia habari na vipindi maalum katika lugha 16 tofauti kuhusu kongamano la viongozi moja kwa moja kutoka makao makuu ya Umoja wa Mataifa mjini New York na Washington DC. Tutakuarifu kila tukio. A free press is essential. VOA Africa.
Vous suivez chez Le Monde aujourd'hui un programme de VO Afrique. Merci de nous rejoindre pour cette seconde partie. Nous émettons en direct de Washington, D.C. Les conditions de croissance à travers la ceinture de l'igname de la Guinée au Cameroun se détériorent. Afin de créer des plantes plus résistantes et plus adaptables, le séquençage pourrait bien être la réponse, surtout face à l'insécurité alimentaire qui menace l'Afrique de l'Ouest. Ginny Niwa nous en dit davantage. L'igname et la patate douce d'Afrique de l'Ouest symbolisent souvent la prospérité, la richesse et même la fertilité. Également utilisés dans les soins traditionnels, ces tubercules constituent la base de l'alimentation de pays comme le Nigeria. Réduites en pâte, moulues, bouillies ou frites, les ignames constituent une denrée alimentaire de choix dans toute l'Afrique de l'Ouest. Mais les conditions de culture dans la ceinture de l'igname, allant de la Guinée au Cameroun, se détériorent alors que les prix des autres produits de base montent en flèche. Avant, la façon dont ils cultivaient était différente. Le sol est mauvais maintenant. Le sol était bon et la terre était bien nivelée dans le passé. Lorsque les agriculteurs plantaient de l'igname germait rapidement. Mais aujourd'hui, la qualité du sol s'est dégradée, donc nous utilisons des pesticides pour tuer tous les champignons qui affectent les plantations d'igname. Pour pallier à la perte de production de l'igname, le docteur Ranjana Bhattacharjee, génicienne moléculaire de l'Institut international d'agriculture tropicale, espère changer les choses en aidant à créer des plantes plus résistantes et plus adaptées au changement climatique. Si vous voulez améliorer la culture, vous devez faire du séquençage de génome pour comprendre que les gènes des traits ciblés comme la résistance aux maladies, la qualité, etc. sont disponibles. J'ai donc décidé de travailler sur l'igname pour réellement changer son statut de culture orpheline en culture mieux valorisée. Dr Bhattacharjee affirme que le séquençage des génomes pourrait aider les agriculteurs ouest-africains, producteurs d'environ 90% des ignames dans le monde, à améliorer leur rendement, ajoutant qu'une fois les résultats publiés, d'autres travailleront à les appliquer. Nous allons essayer de prendre ces gènes et de les transférer, puis la qualité s'améliorera. Les préférences des consommateurs s'amélioreront et le rendement s'améliorera. Ce qui conduira finalement à la sécurité alimentaire, pas seulement au Nigeria, mais aussi en Afrique de l'Ouest, où l'igname est cultivé. Stimuler la production des cultures locales est particulièrement nécessaire en raison de la hausse des prix des denrées alimentaires dans le monde. Par conséquent, certains grands pays producteurs ont décidé d'exporter moins de produits vivriers. Par ailleurs, l'invasion de l'Ukraine par la Russie a bloqué les exportations de céréales et de graines de tournesol de ce pays. Comme tous les jeudis, nous consacrons une partie de ce journal à des sujets de santé. Nous accueillons Mouhamadou Oumfa. Mouhamadou Oumfa, vous êtes là pour votre chronique santé. Bonsoir. Bonsoir, John. Alors, on s'intéresse aujourd'hui à nouveau au Covid-19, mais cette fois avec plus ou moins de bonnes nouvelles. C'est peut-être bientôt la fin de la pandémie, selon l'OMS. Oui, John. Le monde n'a jamais été aussi en bonne position pour mettre fin à la pandémie de Covid-19, a affirmé hier mercredi le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé. La semaine dernière, le nombre de décès hebdomadaires du Covid-19 est tombé au plus bas depuis mars 2020, a dit le docteur Tedros Adhanom lors d'un point de presse à Genève. Selon le dernier rapport épidémiologique sur le Covid-19, publié après le point de presse par l'OMS, le nombre de nouveaux cas a chuté de 28% durant la semaine du 5 au 11 septembre par rapport à la semaine précédente, à quelques 3,1 millions de nouvelles infections déclarées. Le nombre de décès a reculé pour sa part de 22%. À un peu moins de 11 000 sur la même période. Ces chiffres sont peut-être sous-évalués car les cas bénins ne sont pas forcément déclarés, mais aussi parce que de très nombreux pays ont plus ou moins démantelé leur capacité de test. Mais il y a très clairement une chute drastique du nombre de nouveaux cas et de décès qui laisse penser que l'on pourrait bientôt sortir du tunnel de cette terrible pandémie, John, qui a fait officiellement plus de 6,4 millions de morts selon l'OMS.
Malgré ces prévisions optimistes, l'OMS appelle quand même à la prudence car il peut y avoir résurgence de cette pandémie. Effectivement, John, le directeur général de l'OMS, a d'ailleurs utilisé une métaphore inspirée du sport, notamment du marathon, pour tempérer son optimisme. Je vous propose de l'écouter. Un marathonien ne s'arrête pas quand il aperçoit la ligne d'arrivée. Il court plus vite, avec toute l'énergie qui lui reste. Et nous aussi, nous pouvons tous voir la ligne d'arrivée. Nous sommes en passe de gagner, mais ce serait vraiment le plus mauvais moment d'arrêter de courir. C'est le moment de redoubler d'efforts et de s'assurer que nous franchissons la ligne d'arrivée et que nous récoltons les fruits de notre dur labeur. Et c'est d'ailleurs dans cet ordre d'idées que l'OMS a publié des recommandations destinées aux États membres afin de leur permettre de rapidement mettre derrière eux cette crise sanitaire. Ces recommandations, parmi ces recommandations, dont il y a des messages que l'OMS répète depuis 2 ans, à savoir donc vacciner 100% des personnes vulnérables et des personnels de santé, poursuivre les programmes de tests et surtout de séquençage génétique qui permet notamment de suivre la trace de nouveaux variants potentiellement dangereux. Nous avons affaire à un virus qui mute et évolue facilement et qui a prouvé plus d'une fois ces dernières années qu'il sait s'adapter, a insisté le docteur Michael Ryan, qui est le responsable des situations d'urgence à l'OMS. En tout cas, John, je sais que toi et moi également, on attend impatiemment que cette pandémie soit derrière nous, ce qui ne signifie pas évidemment que le Covid disparaîtra, simplement qu'on aura suffisamment maîtrisé le virus et la maladie pour réduire considérablement les cas d'hospitalisation et de décès et même les nouveaux cas de contamination grâce aux outils de prévention qui existent. Oui, on fait vivement que ce Covid nous laisse tranquille. Merci d'avoir été là. On vous donne rendez-vous pour la semaine prochaine. Oui, merci. Mais nous allons rester en santé avec Abdourahmane Dia. Les essais d'un nouveau vaccin contre le paludisme développé par l'Université britannique d'Oxford montrent une efficacité à 80%. Il pourrait donc sauver des millions de vies et éradiquer enfin la maladie. Suivons ce reportage. Le vaccin antipaludéen nommé R21 avait déjà montré des résultats encourageants après 3 doses primaires durant la période d'essai. Mais maintenir cette immunité a toujours été un grand défi. L'un des soucis était que ce serait une protection à court terme qui ne durerait que quelques mois. Ce n'est certainement pas le cas avec les données que nous publions aujourd'hui. Et en effet, une efficacité de 80% au cours de la 2e année de suivi après une dose de rappel, c'est vraiment très encourageant à cet égard. Le dernier essai de la phase 2 concernait 450 enfants âgés de 5 à 17 mois autour de la ville de Nanoro au Burkina Faso. Les résultats, publiés dans la revue médicale The Lancet, montrent que la dose de rappel la plus élevée était efficace à 80% pour prévenir le paludisme. Aucun effet secondaire grave n'a été observé. Nous essayons de vacciner contre un parasite. Ce n'est pas un virus. Il a des milliers de gènes. La conception d'un vaccin est complexe. Plus de 100 vaccins ont fait l'objet d'essais cliniques et celui-ci semble fournir les meilleures données à ce jour. Nous sommes donc ravis. Le Serum Institute of India, qui a produit des millions de doses du vaccin anti-Covid pour AstraZeneca, fabrique aussi le vaccin antipaludéen R21. Nous essayons de faire quelque chose de similaire avec le paludisme, de produire un vaccin à faible coût, quelques dollars la dose, et de le fabriquer vraiment à grande échelle afin que nous puissions obtenir 100 millions de doses ou presque possible. Le paludisme a tué environ 627 000 personnes en 2020. La grande majorité étaient des enfants de moins de 5 ans en Afrique subsaharienne. L'Organisation mondiale de la santé a approuvé le tout premier vaccin antipaludéen en octobre de l'année dernière, appelé RTS-S. Mais le vaccin R21 peut offrir même plus d'espoir. Un vaccin aussi efficace que celui-ci devrait pouvoir sauver des centaines de millions de vies par an et finalement des millions de vies au cours de la prochaine décennie. Et puis nous examinons un vaccin qui pourrait réellement éliminer régionalement et éradiquer mondialement cette terrible maladie.
Les résultats de l'essai de la phase 3 en cours, impliquant 4800 enfants, sont attendus plus tard cette année. Les scientifiques espèrent commencer la production de masse en 2023. On garde donc espoir. Fin de ce journal. Merci d'avoir suivi. Bonsoir.